Le mortier fonctionne. Allons, vite! Allez-y! Oh, des fusées! Des fusées! Baissez-vous, baissez-vous! Les soldats russes se sont réveillés! Ils se sont réveillés! Des fusées! Il y a eu un sifflement. Allons de l'autre côté. Le bombardement a commencé. Courez, courez! L'Ukraine est notre pays. Vite, vite, vite! Un drone! Allons! Un drone! Je m'appelle Dmytro Komarov. Je suis ukrainien, un journaliste, un voyageur. Il y a un an, le 24 février, ma vie, comme la vie de chacun d'entre nous, a changé pour toujours. Avant cela, j'ai découvert et étudié les coins les plus intéressants du monde. C'est maintenant du passé. Chacun d'entre nous a eu une vie différente auparavant, qui est devenue le passé il y a exactement un an, le 24 février. Chacun d'entre nous se souvient comme nous nous sommes réveillés dans cette nouvelle vie. Rappelez-vous comment c'était pour vous. Et comment la guerre à grande échelle a commencé pour... Bonjour, Volodymyr Alexandrovitch. Bonjour, Dmytro. Il y a un an, quand avez-vous franchi ce seuil? La guerre a commencé et c'est un choc pour tout le monde. La guerre a commencé et c'est une tragédie. Pouvons-nous nous rappeler votre matinée minute par minute et commençant par le moment où vous vous êtes réveillé? Il est très difficile de s'en souvenir en détail. On m'a appelé pour me dire que tout avait commencé. Nous nous sommes réveillés avec ma femme, ma famille, mon fils, ma fille. Vous vous souvenez de ce que vous avez dit quand vous quittiez la maison? Je pensais vraiment de réveiller les enfants. On rassemble tout le monde. Pour dire aux enfants ce qui se passe, que la guerre a commencé. Ils sont adultes, ils doivent comprendre ce qui se passe parce que nous agirons en accord avec le temps de guerre. Et par principe, je suis parti très vite. J'aime ma famille, mais pour moi, comme pour le président, être ici était une priorité. Et puis, ils sont arrivés ici, c'était quelques heures plus tard. C'était dangereux d'être là. La sécurité a dit qu'ils ne pouvaient pas rester là. C'est pourquoi ils sont venus ici. N'y a-t-il pas eu un moment où vous avez regardé dans les yeux de votre femme sur le chemin de la sortie et que vous aviez l'impression de ne pas connaître l'avenir, si vous reviendriez ou pas? Je l'ai connu dans ma vie antérieure, a compris ce que c'était que de faire un film. Et des choses comme, tu sais, comme s'ils se regardaient dans les yeux avec ce « peut-être qu'on ne se reverra plus ». Nous n'avions pas le temps pour une telle romance, que le public me pardonne, parce que nous avons été un peu occupés. Nous avons été occupés par d'autres choses. J'ai fait mes valises très rapidement et je suis venu ici. Et partout dans les couloirs, par d'ailleurs, il faisait nuit ici, rue Bankova. La seule chose à laquelle je me rappelle avoir pensé est ce bureau, les téléphones, l'équipe que je dois rassembler maintenant. On peut voir l'endroit où se trouvent les téléphones, où les premiers appels ont été passés. Oui, s'il vous plaît, mais pas ici. Est-ce une autre pièce? Oui, c'est une autre pièce. Tous les appels internationaux sont passés ici, même dans ce bureau. Les appels de cette nuit ou de cette matinée n'ont pas fait exception. Au total, selon les données officielles, il y a eu 27 présidents avec lesquels vous avez parlé dans les matinées du 24 février. Différentes personnes m'ont appelé président et des premiers ministres, différents leaders, où il y a eu appel après appel. Avez-vous pensé à appeler Vladimir Poutine? Pas pendant ces jours. Je voulais l'appeler avant la guerre et nous avons donné le signal et nous avons demandé une conversation. Et je pensais que c'était très important qu'il a personnellement dit à l'Ukraine et aux Ukrainiens qu'il n'y aurait pas d'invasion. J'ai également demandé à différents partenaires qu'ils contactent la Russie. Nous avons demandé conversation à plusieurs reprises, mais ils n'étaient pas prêts.
C'est-à-dire que Vladimir Poutine refusait tout simplement de parler? Personne ne m'a refusé directement, mais tous les dirigeants à qui j'ai parlé ont dit qu'ils n'étaient pas prêts à parler. Avez-vous maintenant le souhait de... Non. Ou l'intention de parler? Non. Maintenant, je ne suis pas prêt à lui parler. Toute l'Ukraine a vu, c'était à 6h42 du matin et votre premier appel vidéo a été fait le 24 février. Elle a été réalisée sans éclairage professionnel et ça ressemblait à un simple selfie sur le téléphone. C'était comme ça, non? Elle a été fabriquée ici. À cet endroit? Oui. Voici une photo de votre... Il y a une photo? Oui, la voici. C'est ici, non? Oui, c'est ça. Rien n'a changé. Vers 5 heures du matin, vous avez fait votre première apparition dans un t-shirt kaki. Comment la décision de changer le nom officiel, le code vestimentaire en militaire arrive? Je me souviens que c'était inconfortable intérieurement à ce moment-là. Nous avions tout déjà changé. Tout avait changé. La vie avait changé. Il était impossible de revenir à ce qui était avant. J'avais ce que je portais quand j'allais au front. J'ai une petite, je ne sais pas comment dire, garde-robe ici. Je peux regarder? Tu peux. Les vêtements sont tous similaires. La garde-robe du président. Oui, ce genre de garde-robe. C'est ce que je porte. Eh bien, ce sont des choses occasionnelles. Ce sont vos vêtements militaires, vos chaussures? Oui. Et qu'en est-il de ce costume? Eh bien, je pense que les costumes sont juste ici. Oh, tout est prêt après le nettoyage à sec, non? Peut-être. Pour être honnête, je ne sais pas ce genre de choses et je n'utilise pas de costumes pour le moment. C'est ce costume-là? Je pense que oui. C'est un symbole. Cela signifie que la guerre va bientôt se terminer. Nous allons bientôt gagner, alors nous porterons à nouveau des costumes. C'est-à-dire que le costume attend notre victoire? Oui. J'aurais aimé que ce soit plus tôt. Ce sera, tout sera. Je ne peux pas vous surprendre avec autre chose. Désolé, mais nous avons l'habitude d'étendre les lumières partout parce que nous économisons autant que nous le pouvons. Maintenant, c'est une habitude. Vous avez aussi passé des nuits ici? Oui. Je peux regarder? Où? Oui. OK, allons. C'est ici que je vis. C'est le lit du président et ici, vous avez dormi les 24 et 25 février, n'est-ce pas? Bien, exact. Et nous sommes aussi descendus dans l'abri anti-bombe, mais en général, je vis ici. En général, on peut dire que ce bureau est votre maison. C'est ma maison, je vis ici, pendant un an. Parfois, je lance des appels ici, parfois je tiens des réunions ici. Je vois une photo dans le cadre, ça doit être votre famille, non? C'est ma famille sur la photo. Je peux regarder? Oui, vous pouvez. Très belle photo. Les enfants volaient en Superman. Que Dieu accorde que le plus tôt possible vous rejoindrez vos enfants et serez souriants et nous oublierons toute la guerre. Même après la guerre, nous n'oublierons pas la guerre. Monsieur le Président, le 24 février, où il y avait une atmosphère extraordinaire quand la subversion et la reconnaissance le groupe était à Petchersk, avez-vous imaginé que les Russes pouvaient entrer dans cette pièce? Que faire dans une telle situation? Tout le monde a imaginé ça parce que je ne pensais pas à ça, mais les gardes du corps me le rappelaient constamment. Avez-vous pensé que vous pouviez être tué ce jour-là, même quand on entend ça sur soi, ça fait froid dans le dos? Non, on m'a dit de faire mes bagages parce que j'étais une cible, etc., qu'ils doivent faire tout ce qu'ils peuvent pour m'amener dans un endroit sûr. Et à ce moment-là, je pense que vous étiez en pensant à autre chose. Je n'ai pas pensé à ce qui pourrait arriver à moi. Encore une fois, il ne s'agit pas de bravoure. Je pensais aux conséquences de mon départ et ce qui se passerait. C'est moi qui est responsable. Si je pars, personne ne demandera après sur qui l'a suggéré, etc. Il n'y aura que le résultat. Tu as abandonné ton État. Je pense que tu es trahi. Je vous parle maintenant et nous n'avons pas parlé si étroitement depuis l'époque de votre vie passée. Ça m'étonne que vous n'ayez pas changé. Vous n'avez pas changé à l'intérieur, mais vous avez beaucoup changé à l'extérieur. Et maintenant, quand je regarde dans vos yeux, je veux dire qu'ils montrent la douleur que vous ressentez. Je ne peux pas dire à mes yeux ce qu'ils doivent faire. Ils sont comme ils sont. Tout va bien. Nous avons le prochain événement. Nous devons laisser partir le président. Nous avons encore beaucoup de questions. Peut-être que nous trouverons une opportunité d'une manière ou d'une autre. Eh bien, nous la trouverons d'une manière ou d'une autre. Merci. Bonsoir.
Bonsoir. Permettez-moi de vous offrir... Oui, s'il vous plaît. Thé, café, biscuits. Nous avons beaucoup de différentes sortes de thé ici. Nous avons du thé des Carpates et du Molfar. Il y a le thé à la menthe, le thé vert, le carcadet. C'est déjà devenu difficile. Au début, c'était plus facile. Eh bien, j'ai choisi des boissons pour vous à mon goût. Oui, merci. Tenez, prenez-le, s'il vous plaît. Les gaufres Artek Volodymyr Alexandrovitch. Bien le goût de l'enfance. Ce sera bientôt? Artek? Les nôtres à nouveau, non? Nous allons le rendre. Vous voyez, nous avançons petit à petit. J'ai perdu la vue, c'est physique, mais au contraire, je pense que je vois des gens. Ce n'est pas une allégorie maintenant, n'est-ce pas? Vous parlez vraiment de votre vue? Oui, Oui. Nous avons beaucoup travaillé quand il n'y avait pas de lumière vive parce que nous n'avons pas utilisé la lumière vive. La sécurité a dit « rendez-le moins lumineux ». On a travaillé pendant de nombreux mois, donc ça, on peut empirer que je vais en blender. Utilisez-vous actuellement des lentilles de contact? Non, je n'utilise pas des lentilles de contact. Je lis avec des lunettes, disons. Maintenant, c'est le cas. C'est bon, c'est bon. C'est juste les Ukrainiens, c'est ce qui les rend différents. Eh bien, le train de la victoire. Vous voyez, une si belle victoire. Oui, c'est ici. Les Russes sont en train de blender depuis l'époque soviétique. Avez-vous pensé à blender une voiture? Vous êtes dans la voiture habituelle. Jusqu'à ce que tu dises ça, les gens avaient l'impression que nous avions blindé. Mais maintenant que vous l'avez déjà dit, c'est-à-dire que j'ai révélé un secret d'État, encore une fois. Désolé, mais les films d'Hollywood, je vais me permettre de faire une blague, ce n'est rien comparé à ce qui se passe ici. L'ensemble du plan des Russes était un atterrissage impétueux des unités aéroportées, des forces spéciales et une entrée fracassante à Kiev. Et combien de troupes aéroportées étaient censées attaquer Kiev? Il y avait des chiffres assez effrayants. Il y avait environ 30 avions dans le ciel en même temps. C'était donc le plan principal? C'était généralement le seul plan. Pas plus de 3 jours pour hisser le drapeau russe sur l'administration présidentielle avec le changement de pouvoir. Nous avons compris qu'il y aurait une tentative pour capturer les collines de Pechersk dans la région du complexe sportif national Olympijski. C'est très pratique pour les hélicoptères d'y atterrir. Et puis une tentative d'accumulation de forcer et de capturer le district gouvernemental avec le bureau du président, le gouvernement, le parlement, etc. Ils changeraient les dirigeants du pays parce que selon eux, les dirigeants devraient s'être échappés quelque part à ce moment-là. Dans le cas contraire, ils les élimineraient. Il y avait beaucoup d'opinions différentes à l'intérieur du pays et des partenaires occidentaux sur où je devrais aller courir, me cacher. Et ensuite, la seule chose qui nous reste serait le sort d'une guerre partisane, parce que les Ukrainiens ne se seraient pas rendus de toute façon, mais ce serait une guerre partisane. Et au plus tard, le 10e jour, disons, pour étendre tout local comme il le croyait, le développement d'une résistance si tant est qu'il y en ait une. Dans le même temps, les militaires, les véhicules arrivaient. Les forces armées de la Fédération de Russie déplaçaient par des colonnes de 100 à 200 véhicules. Ils ne se déplaçaient qu'en colonne. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compté sur eux. Ils devaient créer une image d'une opération offensive de masse sans la possibilité de se rendre. C'est la première fois que j'entends dire que les véhicules, les colonnes sont juste pour les photos. La raison pour laquelle les gens disent que les Russes sont stupides, c'est parce que ces derniers n'ont pas compris qu'il y aurait encore une guerre. Ils n'ont pas pris de camions de carburant avec eux. Leurs réservoirs se sont arrêtés. Il n'y avait pas d'approvisionnement en munitions, en nourriture. Tout cela est vrai, mais une vérité complètement différente. Le fait qu'ils comptaient sur pas plus de 3 jours, donc ils n'avaient pas besoin de tout ça. Tous les équipages de dirigeants russes ont été transportés dans des conditions plus confortables. C'est-à-dire, si je comprends bien, leur plan était d'entrer calmement dans Kiev pour que les gens soient à l'aise conditions pour occuper Kiev. Tout à fait exact, pour occuper la ville afin qu'ils ne soient pas épuisés et pourraient arriver au point de rencontre, monter sur les véhicules militaires et être prêts à accomplir les tâches. C'est un pays où la science militaire, je crois, est développée à un niveau assez élevé. En conséquence, aborder une telle question comme la mise en œuvre d'un projet de l'agression contre l'Ukraine, la préparation et la planification de ces mesures ont été réalisées de manière composée, qui concerne
toutes les sphères d'activité des forces armées de la Fédération de Russie. Croyez-moi, j'en suis sûr. Cette opération a été planifiée de manière très détaillée. En 4 jours, au taux maximum, la Sberbank de Russie a racheté tout l'argent qu'ils pouvaient acheter et tout était accumulé dans leur dépôt, ce qui signifie qu'ils attendaient pour quand leur contingent viendrait. Ensuite, ils l'ouvraient et avec leur contingent, ils ont prévu de mettre en œuvre les politiques dont ils avaient besoin en distribuant simplement de l'argent. Et s'ils avaient quand même réussi à atterrir et à entrer. Désolé, mais Kiev aurait été prise. Le 23 février, vers 3 heures de l'après-midi, j'ai rapporté au président Zelensky que demain, à 4 heures du matin, tout devrait commencer. À 3h02 du matin, j'ai donné l'ordre pour fermer l'espace aérien au-dessus de la territoire de l'Ukraine. À 3h40 du matin, il y a eu le premier bataille à la frontière. C'était la région de Luhansk. J'ai fait mon rapport à Denis Monastyrsky, le ministre des Affaires intérieures. À 4h05, le général Zaloujny, le commandant en chef des forces armées de l'Ukraine, appelait en disant que tout avait commencé. Puis ce furent les premiers missiles. J'ai donné la commande suivante pour détruire toutes les cibles dans la zone de la destruction des systèmes de missiles anti-aériens par leur propre décision, avec un fait rapport à l'état-major général. Je rendais compte au président quand nous avons vraiment compris qu'il ne s'agissait pas d'une provocation, c'était une invasion militaire à grande échelle de la Fédération de Russie sur notre territoire. Il était déjà 5h17 du matin. Nous sommes ici jusqu'à la fin. Cette décision a été prise. Nous allons nous battre. Nous étions moralement prêts à tuer l'ennemi et de ne pas l'attendre de se calmer et de nous laisser tranquilles. La chose la plus importante était pour retarder l'atterrissage à l'aérodrome de l'Hostomel. La situation a évolué extrêmement rapidement. L'ennemi a débarqué avec sa spécialité force en Hostomel. Ils ont immédiatement subi d'énormes pertes. Après plusieurs heures de combat, ils ont pris le contrôle de notre aérodrome. Et puis, la situation était déjà prise sous le contrôle de notre artillerie. C'est-à-dire que leur plan a échoué dès le premier jour. 8 ans de guerre nous ont rendus plus forts et nous a appris à nous battre que les Russes n'attendaient pas de nous. Comment avons-nous empêché les avions d'atterrir à Borispil-Joulany? Tout a été exploité, les véhicules ont été placés à l'envers. Et en plus, nous avons versé toutes les pistes d'atterrissage avec de l'huile. Par conséquent, l'atterrissage était impossible. Pour en revenir à cette phrase légendaire sur le fait de ne pas avoir besoin d'un taxi et avoir besoin d'armes, où cela a-t-elle été dit exactement? À qui? Vous vous souvenez? Elle a été dite au président Biden. Le président Biden était en fait la première personne. Il me semble que c'était mon premier. C'était le premier appel à l'étranger et il en a parlé du départ. Je n'étais pas d'accord parce que je sais quelle est la capitale de n'importe quel État. Si la capitale est tombée et que le leader fuit, il n'y a pas d'État. Aujourd'hui est notre moment historique pour se défendre contre cet ennemi. Nous sommes près de la rivière Dnipro et de ce côté se trouve la République du Bélarus. Chesserie, comment tout s'est passé il y a un an? Avons-nous miné le pont? Il a été sapé par nous à l'avance pour qu'il soit impossible de l'utiliser pour les véhicules militaires ennemis et le transport du personnel sur le territoire de l'Ukraine. Maintenant, le pont, comme vous pouvez le voir, ne peut être utilisé. En cas de tentative de traverser un ponton, il n'y aura pas de succès, j'en suis sûr. Pouvez-vous dire en chiffres combien de percées qu'il y avait à notre frontière ce matin-là? Nous ne parlons pas de percées, des colonnes entières arrivées. Les colonnes de véhicules ennemis qui arrivaient à la région de Luhansk sur la ligne de contact, région de Kharkiv, région de Sumy, région de Tchernihiv et à la frontière administrative avec la Crimée temporairement occupée, incluant la région de Kiev avec le territoire de la République du Bélarus à travers la zone de Tchernobyl.
Nous étions dans une situation très difficile. Par conséquent, notre seule chance était pour développer un tel plan qui nous permettrait d'infliger perte maximale pour l'ennemi dans le plus bref délai afin qu'il abandonne au moins la réalisation de ses principales tâches stratégiques et se concentrer sur les autres. Personnellement, pour moi, il semblait que j'étais dans un rêve les premiers jours. Une sorte de réalité parallèle. Explosion à Podil. Explosion à Bologne. J'ai tellement peur. Je ne dors pas. Je ne dors pas, c'est tout. Un missile frappe un immeuble d'habitation à côté de celui de mes parents. Et je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Mon cerveau ne pouvait pas comprendre que c'était la réalité, pour dépasser la réalité. Tout est détruit maintenant. Comment votre cerveau a-t-il réagi? Après tout, vous étiez dans un flux d'informations fou. J'ai participé à un marathon. Réaction rapide absolument surtout. Par exemple, une sorte de risque. Je ne sais pas si tu l'avais, je pense que vous l'avez eu plusieurs fois. Par exemple, vous traversez la route sans voir la voiture roule vite, vous avez fait un bond en arrière, vous avez réussi à sauver votre vie, je l'avais. Quand vous voyagiez, je pense que vous avez rencontré des bêtes mordantes. Certains prédateurs, etc. Je pense que vous avez eu. Et maintenant, imaginez que cela arrive chaque minute. Et tu sautes en arrière ou tu te bats avec un prédateur et vous n'avez pas le temps de comprendre. Tu ne réalises pas ce qui vient de se passer parce qu'il y a une nouvelle voiture, une nouvelle route, un nouveau saut. Quelque chose comme ça. Nous avons visité de nombreux endroits dangereux de points chauds, mais je ne pouvais même pas penser que je verrais des scènes aussi horribles dans mon Kiev. Que je prenne des photos aussi horribles. Que je dirais ce que je dis maintenant. Est-ce que nous, les hommes de service, nous attendions à ce que ce soit comme ça? Eh bien, je ne pouvais pas imaginer quelque chose comme ça. Oui, j'ai vu ce qui s'est passé en Syrie, oui, j'ai vu ce qui s'était passé avec la Tchétchénie, mais je ne pouvais pas imaginer que ce serait en Ukraine. Je ne peux pas croire que c'est vraiment vrai et que la guerre est arrivée de ces gens qui se disaient nos frères. Tous les Ukrainiens qui sont célèbres en Russie ont essayé de faire appel aux Russes pendant les premières semaines. Je prends cette vidéo spécialement pour ces Russes qui ne croient pas et qui disent « Montrez-nous ce qui se passe ». Tenez, regardez ce qui se passe. Regardez ce qu'un missile russe a fait à un immeuble résidentiel. J'ai aussi un énorme public russe, oui. Je fais appel et ils n'ont pas entendu. Malheureusement, nous avons constaté que cela n'a pas d'effet et la mort des civils dans les zones résidentielles de l'Ukraine est une fête sur les réseaux sociaux russes. C'est vrai. Pensez-vous qu'il soit judicieux de faire appel à eux? Qu'est-ce que j'en pense? Malheureusement, ils n'entendent pas. C'est un mur. Et le fait qu'ils applaudissent la mort de notre peuple au lieu de le pleurer, c'est, bien sûr, c'est une énorme tragédie. Notre état d'esprit psychologique, notre perception du monde était brisée. Nous n'avons jamais été cruels. Mais ils nous ont forcés à être cruels. Rage. J'ai de la famille à Moscou. Personne ne nous a défendus. Ça fait mal. Il y aura certainement un moment quand la fragilité du régime de Poutine sera ressentie à l'intérieur de leur État. Alors les prédateurs vont manger un prédateur. Il y a un moment important ici. Ils devront avoir une raison d'être. Et ils se souviendront des mots de Komarov, Zelensky, quelques autres personnes. Ils s'en souviendront. Ils trouveront une raison pour eux-mêmes de tuer un tueur.
Très bien dit. Eh bien, néanmoins, on sait pourquoi je ne pense pas que ce soit redondant. Est-ce que ça va marcher? Oui, mais je ne sais pas quand. Beaucoup de gens ne réalisent même pas à quel point la guerre était proche de la capitale, presque dans la capitale elle-même. Les mêmes routes que les habitants de Kiev empruntaient tous les jours, par exemple le périphérique, ils étaient déjà exposés au feu. Une défense classique a été construite près de Kiev. Elle a été combinée avec les actions des petits groupes qui ont mené une défense active et contre-attaqué. Nous avons roulé jusqu'aux positions de tir, juste à côté du Hostomel. Voiture sous les arbres face à la route. Juste au cas où nous aurions besoin d'évacuer rapidement. Il y avait d'énormes colonnes militaires et nous avons eu des petits groupes en quad sur les camionnettes. Pourquoi avons-nous choisi cette tactique? Comment combattre les Russes? Nous avons moins d'artillerie, moins d'obus, moins de chars, moins de véhicules blindés. Et quelle était l'option? Colonne sur colonne? Nous ne disposons pas de telles ressources. Il faut donc être créatif. En fait, il y a une histoire militaire qui montre que des armées beaucoup plus petites par leur taille et leur potentiel ont vaincu l'ennemi. Cette énorme masse armée de missiles, des avions, des canons, des millions d'obus nous a incité à chercher une réponse. La particularité de ce travail est que le mortier migre et que l'ennemi ne peut pas savoir exactement où il se trouve. La tâche est de le mettre à un point où l'ennemi ne s'attend pas à un tir. Tirer et partir rapidement avant qu'il ne riposte. Dehors, dehors, dehors. C'est fermé. Maintenant, arrête. Arrêtez, arrêtez. On se cache ici. Danger aérien, bombardement. Dans ce cas, allez directement en point de tir renforcé. Si c'est proche, descendez au niveau renforcé. Le pas de tir est à l'intérieur. Et j'ai été très impressionné que c'était un poste de tir renforcé de la Seconde Guerre mondiale et il y avait 2 obusiers là-bas. C'est un monument historique. Quand ils ont mené cette attaque sur Kiev, la ligne de défense dans de nombreux endroits est passée le long de la ligne de défense de la Seconde Guerre mondiale. Nos soldats tiennent juste la ligne de défense dans les anciens points de tir à long terme de la Seconde Guerre mondiale. Je n'arrive pas à croire ce que je dis maintenant, mais regarde, le panneau qui dit ici en 1941, il y avait une ligne de défense de Kiev contre les envahisseurs nazis. Et maintenant, au même endroit à Kiev est défendu pas des envahisseurs fascistes, mais de la Russie. Ces vieux points de tir renforcés ont été construits de manière très réfléchie et ils ont permis de contrôler les approches de la zone et de frapper l'ennemi. Ils n'ont pas été construits pour une raison. C'était le système de la zone fortifiée de Kiev. Chaque guerre a sa propre échelle. Elle se déroule sur une certaine partie du front. Cette échelle actuelle correspond maintenant à la fois à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale. Après tout, à partir d'aujourd'hui, la ligne de front des forces armées ukrainiennes est de 3750 km, ce qui est beaucoup. C'est comme la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait vrai, une guerre d'une telle ampleur, et cela demande beaucoup d'efforts au quotidien. Ici, un mortier est en cours d'installation. C'est ça, maintenant, ils vont poser des mines, recevoir la confirmation des yeux et commencer à travailler. Les yeux sont en drone. Les yeux sont soit en drone, soit nos yeux sur place. Le mortier fonctionne. C'est fou. Ils ont commencé à se fracasser. Après avoir tiré, nous avons compté 37 ou 38 secondes avant le coup. Puis nous ajustons le plan. Le drone voit où la mine est tombée et nous ajustons notre tir en conséquence. Un coup. Ouh, super. Oui, super. Ouh, regardez. Et maintenant. Regardez. Ok. Ok, quoi? On l'a frappé? Non. C'est un ajustement. Il était à 50 sur la gauche à l'instant. Un ajustement. Notre oiseau s'adapte. Oiseau est en drone. Il prépare. Le prochain. Le feu. Le prochain. Oh, juste là où il faut. Oui. Oui, ici. Quelle explosion en ce moment. Super. Encore une fois. C'est parti. L'idée est de former que certaines unités mobiles avec des drones sont venues dans la région et se battent.
Ce n'est pas tout à fait vrai. Ces petites unités assurent la défense active et de contre-attaquer. Mais en principe, l'ensemble de la zone est couverte par ces unités qui sont engagées dans la défense permanente. Parce que sinon, les petits groupes seront détruits et l'ennemi va avancer. Les munitions explosent. Vous pouvez voir la détonation, la fumée et les munitions explosent. Ici, ça a brûlé sur le bord. Ici, il y a tous les véhicules militaires intacts. Il y a une bain en paix dans la forêt. Zoom correctement pour eux. Maintenant, c'est bon. Là encore. Tout le monde se cache. Danger de l'air. Danger de l'air. Le danger de l'air est une commande qui signifie quelque chose à voler dans notre direction. Un bâtiment de 16 étages détend juste à côté. Comment nos hommes doivent-ils travailler lorsque de telles tactiques sont utilisées? Ils connaissent notre mentalité, que nous apprécions la vie humaine. Ils savaient pertinemment que nous ne voulions pas pour tirer sur les zones résidentielles. Nous réalisions une frappe précise afin de préserver l'infrastructure. Et l'ennemi a utilisé les mêmes zones urbaines pour protéger ses véhicules militaires et son personnel. Pour se protéger avec les civils. À leur dépens. Tout à fait exact. Au cours de 8 années de la guerre hybride qui a débuté en 2014, les forces armées ukrainiennes, les forces de défense, l'armée ukrainienne a changé. Et ces 8 années ont donné d'une manière complètement différente l'expérience de la façon de combattre les Russes. Maintenant, tout le monde monte rapidement dans les voitures parce que l'ennemi peut déjà savoir que nous sommes là. Nous devons sortir d'ici rapidement. Les gars prennent tout et sur commande on court. Quoi? On sort? C'est parti, vite! Tirez! Allez-y! Nous devions infliger un maximum de pertes à l'ennemi dans les plus brefs délais, le faire saigner et le faire abandonner une nouvelle action dans les plus grandes parties du territoire de l'Ukraine. Alexandre, bon après-midi, monsieur. Bon après-midi. Vos gars et moi étions ici en mars. Pour être honnête, je n'ai personnellement pas été ici depuis lors et maintenant les sentiments et les souvenirs sont sombres. Nos gardes de la police nationale ont participé à la libération d'Irpin dans les batailles pour Bucha. J'étais juste ici avec eux et je commandais les forces de police. Cette voiture tout-terrain était bonne. Oui, c'est la nôtre. C'est votre voiture tout-terrain? C'est blindé. Oui, c'était notre voiture tout-terrain. Un homme d'affaires nous a donné un véhicule blindé pour effectuer des tâches. Et il y a eu un coup à Irpin dans le centre de la ville pendant la bataille. Nous avons été endommagés par un mortier. On a réalisé qu'on ne reprendrait pas la voiture. Le véhicule blindé a-t-il sauvé des vies? Oui, c'est vrai. Nous voici au cimetière des voitures et je me rappelle comment toutes ces voitures se tenaient sur le pont. C'était l'une des plus horribles des choses que je n'ai jamais vues. J'ai vu la vie s'arrêter. J'ai vu comment tous ces gens ont laissé leur voiture en espérant revenir dans quelques jours, quelques semaines. Toutes ces voitures sont celles des personnes qui ont essayé d'évacuer d'Irpin. La plupart de ces voitures ont des vitres fêlées. Regardez juste l'échelle. Ce sont des centaines de voitures abandonnées par les gens. L'évacuation se poursuivait en permanence. Les gens ont essayé de partir d'eux-mêmes et l'ennemi leur a tiré dessus à bout pourtant. Ici, vous voyez, c'est ici que la mine a été touchée et une partie de la voiture a été déchirée. C'est douloureux à regarder. Ici, vous voyez, toutes les voitures avaient été traversées par des balles. Beaucoup de gens de Donetsk qui ont fui en 2014 ont vécu à Irpin. C'est Armageddon, juste Armageddon. Les gens se sauvaient de la guerre et quand les actions de combat ont commencé, les gens sont venus au pont d'évacuation là-bas où se trouve le pont miné, ont laissé leurs voitures et se sont enfuis. Vous voyez des voitures intactes. Malheureusement, il n'y a pas de voitures intactes. Le monde entier a vu les photos de la façon dont personnes ont été évacuées d'ici d'Irpin. Après la libération d'Irpin, nous faisons les premiers tirs de ce qui est ici maintenant. Voici la route de la vie.
c'est affreux, douloureux. Si ce pont était là, ce serait facile pour que les colonnes entrent dans Kiev. Directement à Kiev parce que là-bas est une excellente route, un grand pont. Mais il a été miné, ainsi les plans de l'armée russe ont été détruits. Le plan pour capturer Kiev consistait en 4 directions. Le premier était de Tchernihiv, qui a développé en direction de la ville de Brovary. Le suivant était de Sumy, qui était supposé pour attendre l'autoroute Odessa-Kiev, la direction à travers la zone de Tchernobyl, et le suivant était à travers l'autoroute de Jytomyr, de la frontière biélorusse à l'autoroute d'Odessa. Des millions de téléspectateurs verront les choses différemment à la défense de Kiev après vos paroles, parce que nous pensions d'une manière différente. Nous pensions que Kiev était tout à propos de Bucha, Irpin, Ostomel, la zone de Tchernobyl, mais il s'avère que si Tchernihiv n'avait pas été gardé, si Sumy n'avait pas été gardé, alors il n'y aurait pas eu un tel succès dans la région de Kiev. Oui. L'armée russe à cette époque est venue depuis 3 directions, y compris Brovary et Tchernihiv. S'ils ont percé les défenses dans l'une de ces directions, alors nous devrions s'appeler le pont à Kiev, à savoir le pont Paton et le pont métro. Vous y aviez pensé? Nous avions discuté de tout ça. Ils ont tous été minés, tous ont été préparés. Il y avait des unités nécessaires qui avaient une commande et des instructions pour saper ces ponts au cas où il y a eu une percée, de sorte que pour couper la possibilité de se déplacer de la rive gauche à la rive droite. Étiez-vous moralement prêts pour ça? Nous étions prêts à tout. Regardez, il y a un pont qui est sur la carte. Il a été mis à mal. Eh bien, le réservoir ne passera pas. Vous avez un réservoir, non? Oui. Nous avons pris des photos uniques du premier réservoir entrant dans Ostomel. Comment il cherchait un moyen de passer malgré les ponts minés. Nous allons faire une reconnaissance pour voir s'il y a un pont. Eh bien, ils conduisent probablement le long de ces routes. Des tirs? Je n'ai jamais pensé ça à la maison. Pratiquement à Kiev, je travaillerai en tant que correspondant de guerre, craignant l'attaque des Russes. Malheureusement, il n'y a pas de pont. Il est miné. Et ce pont ne résistera pas non plus, n'est-ce pas? Celui-ci va se casser complètement au milieu. Eh bien, allons-y et voyons. Allez-y. 272. La tâche est de traverser la rivière Irpin ici. Maintenant, nous allons aller voir le pont sur lequel le croisement est prévu. Complètement décrédibilisé. Aucune chance ici. Regardez, tout est miné. Nous avons vu le légendaire tankman Adam au travail. Il se bat dans mon groupe, gère les actions du groupe tactique. Il effectue les opérations les plus complexes où il est nécessaire de faire preuve d'habileté et il est bon à ça. Il a toujours l'intention de faire l'impossible chose ici. Il va conduire ici maintenant. Peut-être que le canon du tank doit être retourné. Pour traverser le pont miné. Comment est-ce possible? Nous allons voir maintenant. Et voici le moment lui-même. Nos gars font des choses incroyables. Il semble que ça ait marché. Oui, super. Le pont a même tremblé. Bien fait, juste bien fait.
Je suis juste débordant de fierté parce que pour la première fois, après plus d'un mois d'occupation russe, une voiture avec le drapeau ukrainien est enfin en train de rouler le long de Bucha. Bucha est libéré. Avec vos gares, avec la patrouille de police, nous étions les premiers journalistes d'entrer dans le territoire des occupés de Bucha, Irpin et Hostomel. Ça ressemblait à un rêve terrible. Mais ça, c'est la guerre. C'est la guerre, ce sont les conséquences de la guerre. Les vitres des fenêtres sont cassées dans presque toutes les maisons. On peut voir des traces de bombardement partout, ainsi que les coups portés aux bâtiments résidentiels. Il y a eu une explosion. Manifestement pas très vieux. L'endroit est toujours en train de brûler. Les gars, vous avez un morceau de pain à partager? Nous n'avons rien pris avec nous. Des cookies. Nous avons eu des cookies. Attendez, j'ai un soldat là-bas. C'est le vrai problème, les gens n'ont rien à manger. J'ai oublié à quoi ressemble ce pain. Je vais chercher autre chose maintenant. Attendez, quand avez-vous mangé pour la dernière fois? J'ai mangé il y a 3 jours. Regardez, c'est une sorte de nourriture de camping. Ici, il y a du borsch, du porridge. J'ai fait bouillir de l'eau. Attendez, nous avons plus. Maintenant, des chocolats. Les coups étaient-ils intenses ici? Oh, c'était tellement fou, la moitié de ma maison a été soufflée. Tu te demandes pourquoi je suis assis ici? Ma femme a eu une crise cardiaque. C'est une sorte d'enfer. C'est l'endroit où des violents combats ont eu lieu dans la banlieue d'Irpin. Tout est juste écrasé. Il y a eu une telle bataille aérienne ici qu'il était tout simplement impossible d'élever la tête. Notre avion d'attaque poursuivait un avion ennemi afin d'éviter d'être frappé. L'avion russe a simplement largué des bombes. Il lâchait des bombes et se retirait. J'ai survécu à l'aéroport de Donetsk, je n'ai rien vu de tel. Ils sont très sévères, c'est-à-dire qu'ils ne soucient pas du tout des civils. Que s'est-il passé en ville? Parce que nous étions le premier groupe à entrer. C'était fou. Nous serons envoyés au paradis immédiatement parce que nous avons déjà vécu l'enfer. Je suis un natif d'ici. J'ai vécu toute ma vie à Bucha. C'est tellement horrible de voir tout ça. Il y a 3 personnes là-bas. 3 civils. On nous a donné 1 heure pour les enterrer tous. Nos 3 hommes, tirés pour rien. Celui-ci a été tué dans sa propre maison pendant les premiers jours. Il a ouvert les portes et ils l'ont tué à la fois sur son front. Connaissiez-vous ces personnes? Oui, tout le monde. Le nom de cet homme était Lonia. Je me suis réveillé le matin à 7 heures. J'ai entendu comment un soldat russe lui a demandé pour montrer les documents. Et il dit, je vis ici, je suis enregistré ici. Regarde, c'est son appartement au 1er étage. Et le soldat russe dit, il parle trop. Et ensuite, il l'a abattu, c'est tout. Et ce type a été tué il y a environ 12 jours. Un soldat russe ivre nous a tout appelé et a dit, apportez tous vos téléphones portables et les faire sortir. Le gars a enlevé les téléphones portables et un soldat russe lui a tiré dessus à travers les portes. Ces soldats russes sont tous des malades, juste des gens malades. Ils tiraient, tout volait partout sous leurs coups de feu et on creusait. Voici une personne déchirée par les morceaux. Non seulement ils l'ont tué, mais ils ont aussi jeté une grenade venant d'en haut sur lui. C'est juste, je ne sais pas. C'est un état si incroyable. Certains, vous ressentez la tragédie que ça se soit passé de cette façon que nous ne pouvions pas les protéger. Et là, nous sortons dans la rue où la toute première colonne de véhicules blindés russes a été brisée.
Cette volée très réussie a sauvé tant de vies. Il y a une grande colonne à Busha. Comment s'est-il simplement écrasé? Eh bien, tout d'abord, la population locale a aidé les soldats à diriger les tirs. Deuxièmement, les gars avaient déjà joué les jeux d'ordinateur assez bien. Striker, vraiment. Et ils ont rejoint l'armée et ils ont appris à tirer vraiment bien sur ce laser tag. Et quand on leur a demandé plus tard comment ils avaient fait, ils disent « Nous avons tout fait comme dans un jeu d'ordinateur. Pointage, coup, pointage, coup. » Ils ont tout brûlé. La tête de la colonne, la queue de la colonne s'est arrêtée. Panique. Et ensuite, on commence à détruire. Et ainsi, toute la colonne est détruite. C'était des RPG d'un lot, différents types d'armes. Les Russes qui marchaient comme à la parade, bien sûr, ne s'attendaient pas à une telle résistance depuis qu'on leur a dit qu'ils seraient accueillis avec des fleurs. C'est ça, si on peut appeler ça une salutation avec des fleurs. Les résidents locaux ont simplement dirigé les prises de vue. Ils ont donné les coordonnées des colonnes ennemies. Et il est arrivé au quartier général concerné tout de suite et il connaissait exactement les coordonnées, comment ils se déplaçaient. Les résidents ont enlevé tous les panneaux de signalisation dont les soldats russes n'ont même pas compris où ils étaient. BMP, c'est une sorte de petit réservoir. Il s'est envolé. Il s'est envolé. Il vaudrait mieux que tu ne vois pas un tel malheur. Et voilà, des munitions non explosées. Si vous regardez attentivement, je n'y toucherai pas. Il n'y a pas eu de coup sur la capsule. Je veux dire, un bon coup et ça va exploser. C'est très dangereux ici. Notre pays s'appelle désormais le pays le plus miné au monde. Ce problème restera, et il le restera pendant des années, depuis des décennies. Soyez prudents, faites attention à vos pas. Dmitro, tu viens de presque marcher sur un coquillage. Lequel? Sur ce coup-là. Nous détectons des mines tous les jours, nous déminons tous les jours. De plus, nous les détectons à nouveau dans les endroits où nous avons déjà vérifié, c'est-à-dire qu'il y a une énorme quantité de travail et nous augmentons même les unités des techniciens en explosifs. Ici, ils s'apportent la griffe. C'est la corde avec laquelle ils vont ouvrir la porte au cas où il y aurait un fil conducteur. S'il vous plaît, cachez-vous derrière le réservoir. Ils ont ouvert la porte est claire. D'où ils se préparaient à se retirer, ils ont tout exploité là-bas. Et nous avons des conséquences de grandes pertes dans la police nationale. Nos gars se blessent, y compris et même des techniciens en explosifs. Il n'y a pas un seul appartement que les Russes n'ont pas pénétré. Tous les appartements sont cambriolés. Cette porte est intéressante. Mieux vaut ne pas l'ouvrir. Il y a une couverture. Porte suspecte. Les sapeurs vont vérifier. Pas clair. Je me souviens, on entre dans la maison et voit la grenade F1. Voici une grenade en fil-piège. Quand la trappe du sous-sol est fermée, il y aura une explosion. Et vous savez ce que j'ai commencé à faire? Je cherchais le meilleur angle pour prendre des vidéos de la meilleure façon possible. Est-il vu de là maintenant? Puis j'ai commenté maintenant. Pour qu'on puisse me voir avec une grenade. Je dois y aller. Ici, je ne le verrai pas autrement. Mon Dieu, c'est effrayant de regarder ça. C'est une preuve réelle qu'il s'agit de maisons minières. Grenade. La goupille de sécurité a été retirée. Ce chargeur de grenade est enfoncé par une trappe du sous-sol. Et si vous fermez la trappe, le clip de la grenade est libéré. La grenade tombe, fuse pendant 3 secondes et les fragments s'étendent sur 200 mètres. Maintenant, avec le recul, je comprends que c'était dangereux. La grenade était suspendue en l'air. Soit le vent a soufflé, soit quelqu'un a touché la trappe du sous-sol accidentellement et il tombe juste. Quelle a été la réaction de la police? Faites attention, ne vous approchez pas. Et je me suis approché. La question est de savoir à quoi cela peut mener. La mort, vous, la police, d'autres personnes autour de vous sont blessées, etc. Vous devez penser un peu à votre propre sécurité et la sécurité des autres. Et donc, il vous est recommandé de ne pas recommencer. Et qu'allez-vous faire maintenant? Nous emportons un petit sac et regardez comment il est réparé. Je dois partir? Oui. Il l'a pris. Cherchez une épingle. Ici, attendez.
Aide. Vous l'avez filé? Je peux voir? Mes mains sont... Les mains tremblent. Le fil est fiable. Est-ce que tout va bien? Eh bien, c'est un trombone ordinaire. Un trombone? Oui. Où allez-vous l'amener? Nous allons l'amener aux explosifs des techniciens pour l'élimination. Et comment allez-vous le prendre? Dans la voiture. Dans la voiture? Dans la voiture, oui. Dans notre voiture? Quelle était la police pour les gens avant la guerre? Ce sont des gens qui étaient le traitement de la délinquance. Les patrouilles de police s'occupaient des excès de vitesse, par exemple. Depuis le 24 février, la situation a changé. Depuis le 24 février, notre fonction pour la plupart est de dégager les colonies pour vérifier la présence de l'ennemi, la présence de groupes subversifs. Il y a des garages dans cette direction. Il y avait des informations selon lesquelles les Russes envahisseurs étaient là. Maintenant, nous allons vérifier. Sont-ils là? Ils sont là. Ce soir, hier et avant-hier, ils sont là. C'est jusqu'où ils sont partis. Et il y a des feux et ils s'échauffent manifestement. Je les ai entendus parler et les chiens aboyaient. Les gars sont en pleine préparation au combat. Prenez-les ici, prends-les. Nous vérifions les portes. Deuxième étage. C'est fermé. Ne tirez pas trop fort, facile. Arrêtez, arrêtez! Levez les mains, levez les mains, sortez! Sortez d'ici, au mur, au mur. Pourquoi voulez-vous me tuer? Mettez-vous contre le mur et tout ira bien, on va s'en occuper maintenant. Avez-vous un passeport d'un citoyen d'Ukraine avec vous? Oui. Vous feriez mieux de ne pas rester dans les garages. Nous ne savons pas où les gens sont, vous comprenez? Nous avons été approchés par l'homme qui a vu des gens en uniforme, a eu peur d'eux, ses mains tremblaient et il disait « Tu vas me tuer? Donnez-moi une cigarette si vous en avez une. Vous avez des cigarettes? Quand vous avez été contrôlé, vous avez dit la phrase « Tu veux me tuer ». J'ai eu peur parce que les Russes tiraient sur des gens. Mon ami s'est fait tirer dessus dès le début. Ils l'ont tué à enterrer derrière des garages. Pendant 5 jours, ils ne m'ont pas permis d'approcher le cadavre de leurs troupes. Il dit, mais je ne sais pas qui vous êtes parce que les Russes ont tué. 2 soldats avec des armes pointues avec leurs doigts comme, viens ici. Je déboutonnne et je dis, je suis un civil, regarde le pull que je porte parce que je suis un civil. Il est toujours genre, viens ici. Je dis, peut-être que ce n'est pas nécessaire, peut-être que je vais y aller. Non, viens ici. 2 soldats russes? Russe, oui. Je commençais à courir en zigzagant. La balle a traversé l'épaule et a enlevé mon cuir chevelu. Est-ce qu'il vous tirait dessus? Il tirait, mon épaule est percée. Vous voyez? Ici, la balle est sortie. On peut le voir ici, il y a une cicatrice. Ici, ça vient d'en bas et ça sort ici. Vous êtes né sous une bonne étoile, votre oreille est cousue. L'oreille a été arrachée et le cuir chevelu ici devant mes yeux. Vous avez une famille? Bien sûr. Je ne sais pas où ma femme et mon enfant le sont. Parce que le 9e, il devait y avoir le dernier couloir qu'ils ont donné, mais ils l'ont beaucoup bombardé. Et ils sont allés quelque part, oui. Il n'y a aucun contact avec eux, n'est-ce pas? Pas encore. Vous vous souvenez de son numéro de téléphone portable? Ma femme, oui. Laissez-nous essayer? Oui. Y a-t-il un signal? Non. Connaissez-vous le numéro de téléphone de quelqu'un d'autre? Ma mère. Oh. Il y a un signal. Nous avons le signal. Bonjour. Bonjour. Maman, c'est moi. C'est Yaroslav. Mon garçon. Mon bébé. C'est bon, maman. Je suis sain et sauf. Je vous appelle en utilisant le téléphone de l'officier de la police. Ils m'ont donné le téléphone pour vous appeler. Je suis à Bucha, je suis à Bucha. Rappelle Oksana et Angelina et leur dis que je suis en vie. Artem a été tué et Vania Ivanova a été abattue. Nous étions ensemble. Il est parti, il dit ils n'ont pas laissé n'importe qui pendant 5 heures. Quand vous sortez de la porte d'entrée, il vous a tiré dessus tout de suite. Un tir en rafale dans la tête.
C'est un miracle que vous soyez en vie, c'est un miracle. Il est tout simplement impossible d'écouter à tout cela sans cet homme raconte qui a survécu, qui n'a pas survécu. Ok, maman, tout va bien, ok, je t'embrasse. Merci. La guerre nous a privés des choses habituelles. Électricité, pain, connexion. Quelles sont les choses habituelles que la guerre vous a enlevées? Beaucoup de choses morales. C'est comme ça que c'était avant la guerre, quand vous regardez une personne, même si c'est un ennemi, et vous pensez que vous devez leur donner une chance. Nous devons les entendre. Et cette personne, peut-être qu'elle ne le sait pas, et ce flux d'informations sur eux, ils ne sont pas coupables. Non, ils sont coupables. Vous soutenez la guerre, vous êtes un tueur. C'est tout. Cette guerre tue des gens. Vous la soutenez, vous êtes un tueur. Et il n'y a pas besoin de parler ou chercher une raison pour laquelle tout ceci est redondant. En principe, je suis une personne plutôt pacifique, mais j'ai soudainement senti à l'intérieur que je pourrais définitivement tuer. Et en plus, je veux les tuer. Le 1er avril 2022, probablement la plus terrible expédition de ma vie a eu lieu. Une expédition à Bucha. C'est tellement horrible, des corps des civils. J'ai vu de mes propres yeux cette rue qui était couverte de cadavres et maintenant je me souviens. Je vous parle maintenant et j'ai ce vieil homme qui fait du vélo avec des courses devant mes yeux. Un vieil homme. Il faisait du vélo et... Quelle horreur! Tant de personnes mortes, c'est un cauchemar. Le monde entier est choqué par ces photos et Vladimir Poutine dit que c'est un faux et une provocation. C'est un tyranne, un homme affreux. Les résultats de ses actions doivent être acceptés. Il est nécessaire d'en parler et de l'admettre. C'était votre but et votre objectif? Vous pensez que vous avez une opération de dénazification ou de désukrainisation? Qu'est-ce que tu fais là? Alors pourquoi ne pas dire que vous le faisiez? Il dit, c'est un faux. C'est une pièce de théâtre. Eh bien, c'est une faiblesse. Et c'est juste une personne faible. Un homme est tué. Un autre homme tué, c'est un cauchemar. Et là, regardez, un autre homme tué. Face contre terre, c'est horrible. Et ici, sur la route, quel cauchemar, mon Dieu, quel enfer. Quel cauchemar. Vous étiez aussi à Bucha, vous l'avez aussi vu. Que représente Bucha pour vous? Le visage de la Russie. J'ai finalement compris à ce moment-là. Mains liées. C'est un jeune homme, il a probablement 30 ans maximum. Les mains sont liées et il a été tué. Je vais essayer de rassembler mes idées d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment. Leurs visages, des visages torturés, des vieillards, des enfants tués. Eh bien, et une telle rue. Vous vous souvenez de cette rue, n'est-ce pas? Pas en large. C'est ça leur chemin sanglant. Ils n'ont qu'une seule route, un seul moyen de traverser.
enjamber des personnes vivantes de cette façon, dans une seule direction. Et voici ce qu'ils souhaitent pour nous. Et c'est leur principale caractéristique. Et c'est ce qu'il me semble. Aujourd'hui, c'est eux. À cette époque, nous pensions que Bûcha était la chose la plus terrible et ne connaissait pas encore les tortures à Balaklia. J'ai un ami ici. Il a été torturé à mort. Je n'oublierai jamais un village de la région de Tchernihiv où il gardait les enfants dans le sous-sol. Ce sont les images que nos enfants ont dessinées. Serviettes brodées que nos soldats viendront et nous libéreront. Et ils ont gardé un calendrier notant combien de jours ont passé et qui est mort. Une liste de ceux qui ont été abattus. Y a-t-il autant de morts au cours d'un mois? Oui. Rappelez-vous Izium, les charniers. Aucun commentaire. Aucun commentaire. Je ne peux pas passer la boucle autour du cou et c'est tout. Tout est clair ici. C'est un génocide. C'est un génocide absolument. Le voici, le monde russe qui est arrivé. C'est le visage de la guerre. C'est la cruauté de l'ennemi. C'est son inhumanité. Vous l'avez déterré aujourd'hui. Hier. Et nous ne savons toujours pas beaucoup de choses. Et nous ne sommes pas encore allés à Mariupol. Oui, nous ne l'avons pas fait. Il n'y aura pas assez de diables pour les cuisiner en enfer. Vous comprenez? Ce sont des bêtes. Nous verrons ce qui se passe ensuite. Et que pensez-vous? Que va-t-il se passer? Nous nous battrons jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous gagnions. Et je suis sûr que nous allons gagner. Parce que si je n'avais pas été sûr, je n'aurais pas passé 8 années de ma vie sur cette guerre. Нам посміхається